dans le cadre de la 34e édition de la quinzaine des solidarités internationales, dont le thème cette année est Environnement et droits des peuples. Cette soirée est consacrée donc à l'extractivisme et on va définir ce que c'est que l'extractivisme, mais au préalable, je voudrais attirer votre attention sur une menace qui pèse sur le financement de l'aide au développement et donc qui affecte aussi la solidarité internationale et donc nos organisations de solidarité internationale. Pourquoi? Parce que le gouvernement prévoit dans son projet de budget 2025 une coupe drastique, presque un tiers quasiment, de l'aide au développement. La discussion n'est pas finie, le budget n'est pas voté, donc on va voir ce qui va en découler, mais enfin c'est une menace sérieuse, de même que par ailleurs, comme vous le savez, les atteintes aux services publics et autres. Malheureusement, l'aide au développement, la solidarité internationale, partout dans le monde, en Europe notamment, est en recul, et au niveau mondial aussi. Le dernier exemple, c'est tout récent, c'est la dernière COP 29, donc à Bakou, où vous avez vu que le financement octroyé aux pays en développement est très inférieur aux attentes des pays dits en voie de développement. Pourquoi ce thème de l'extractivisme? Eh bien parce que si l'extraction de minerais est une activité très ancienne, bien entendu, la révolution industrielle et le capitalisme sont indissociables d'une exploitation massive, continue, des ressources minières et des ressources naturelles en général. Et donc, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est parce que cette industrie extractive est une des industries les plus polluantes et les plus dangereuses et celle qui viole aussi les droits humains. Donc, elle a un coût environnemental et social considérable. Donc, elle représente 12% de la consommation énergétique mondiale. Elle nécessite d'énormes quantités d'eau, comme l'industrie textile d'ailleurs, et elle menace ses propres ressources, elle les réduit, elle les diminue fortement. Certains annoncent même pour 2030 des pénuries concernant le cuivre. Et troisième raison, c'est le boom actuel sur justement l'extraction minière, parce que depuis 20 ans, figurez-vous que l'extraction minière a doublé en 20 ans. Donc ce n'est pas du tout une activité minoritaire dans l'économie mondiale. Le sujet est d'actualité parce que les besoins en minerais explosent, que ce soit pour la transition énergétique, batteries électriques, éoliennes, panneaux solaires, mais aussi pour les industries et technologies de l'électronique, de l'armement et du numérique. C'est vraiment quelque chose qui nous concerne directement. En même temps, l'extraction des énergies fossiles n'a pas diminué, elle ne diminue pas. Contrairement à ce que souhaite beaucoup de monde et ce qui avait été acté l'année dernière à la COP 28, conférence des parties sur le changement climatique. L'année dernière, il avait été acté une fin progressive des énergies fossiles. C'est ça une transition. C'est pas ce qu'on est en train de vivre et ce qui va durer, c'est-à-dire la prolongation, l'addition de plusieurs types de minerais qu'on va extraire. Là, on continue avec les mêmes industries fossiles et on va rajouter en plus l'extraction de nouveaux minerais pour assurer la transition énergétique. Voilà, donc c'est une situation très compliquée, très difficile et qui est très coûteuse au niveau environnemental et social. Ça interroge par parenthèse sur le concept de transition qui n'est pas du tout satisfaisant.
comme l'écrit Célia Isoard dans un livre magnifique, enfin remarquable, sur la ruée minière au XXIe siècle, que je vous invite à consulter, on peut anticiper que la production en masse de minéraux pour les technologies dites bas carbone, c'est-à-dire celles pour la transition énergétique, ne fera pas baisser la consommation des énergies fossiles. En tout cas pas dans une économie inchangée. Ce qui montre bien que si on veut changer, faire baisser les industries fossiles, il va falloir aussi s'attaquer au système économique. Tout cela fait que l'industrie minière est devenue un énorme business aux mains de multinationales puissantes et au travers notamment des traités de libre-échange entre guillemets. Voilà, au final, c'est la responsabilité des entreprises et des États qui est en question et que nous allons interroger. Alors ce soir, nous avons réuni physiquement et en visio, je salue donc Volaeri du Centre de recherche et d'appui pour les alternatives de développement dans l'océan Indien, qui est un partenaire du CCFD et que nous avons en visio depuis Tananarive. Sa mission est de promouvoir des alternatives de développement durable centrées sur la réalisation des droits humains et basées sur les principes d'égalité de genre et de justice sociale, économique et écologique. En deuxième partie de soirée, eh bien, la parole sera donnée à l'Association pour la dépollution des anciennes mines de la vieille montagne, ça s'appelle comme ça, association d'intérêt général qui se mobilise pour la réhabilitation et la dépollution des anciennes mines de Saint-Félix-de-Palière, près d'Anduze, dans les Cévennes, donc pas loin d'ici, parce que nous avons tenu à ce qu'il y ait un cas, un exemple dans le sud, les pays du sud, et un exemple dans les pays du nord, parce que les pays du nord, les nôtres, ne sont pas à l'abri de tout ce qui concerne les dégâts et les problèmes que pose l'extractivisme. Merci beaucoup pour cette invitation. Bonsoir à tous et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Soutenant entre autres des communautés affectées par les projets miniers et agro-industriels à grande échelle, dans la défense de leurs droits et dans la même optique, nous luttons pour la justice climatique ainsi que pour le droit de dire non, qui sont tous deux directement liés à la lutte que nous menons contre le système extractiviste actuel. Nous œuvrons également pour des alternatives de développement visant à promouvoir des systèmes alimentaires et de développement local alternatifs, respectueux des droits fondamentaux des groupes les plus vulnérables et des droits de la nature. Nous avons trois composantes au sein du CRADOI. Premièrement, il y a le groupement de femmes qui s'appelle Femmes en Action Rurale de Madagascar. Nous avons aussi le réseau des jeunes pour le développement durable et il y a l'Observatoire indépendant des droits économiques, des droits socio-économiques et culturels de Madagascar, qui a été mis en place justement avec l'appui du CCFD en 2015. On m'a invité à partager la situation de Madagascar en matière d'extractivisme. Tout d'abord, je vais peut-être situer le pays et donner juste un petit contexte. Madagascar est la 5e plus grande île du monde, située dans l'océan Indien, au large des côtes de l'Afrique australe, avec une superficie d'environ 587 000 km². L'île compte actuellement à peu près 31 350 000 habitants, dont 80% vivent en milieu rural, ce qui est important par rapport à la question de l'extractivisme actuel. C'est un pays qui est très riche en termes de biodiversité, comme vous pouvez le voir ici. On a un taux d'endémicité assez élevé, 5%
50% des espèces du monde, environ 95% des récifs de Madagascar, 89% de la flore et 92% de nos mammifères n'existent nulle part ailleurs sur Terre. Et donc, ce qui est aussi important par rapport à la problématique de l'extractivité. Mon intervention va se porter principalement sur le secteur minier. Madagascar n'a pas une très longue histoire minière. Nous avons actuellement 2 grandes mines en cours et 2 autres sur le point de commencer, même si on espère que ça va pas se faire, puisque ce sont des projets qui sont vivement contestés par les communautés concernées. Au nord, nous avons un projet d'exploitation de terres rares dans la péninsule d'Ambassador. À l'est, on a le projet d'exploitation de cobalt et de nickel opéré par la société canadienne et coréenne Sherritt International. Au sud-ouest, on a l'exploitation ménite et de terres rares, le projet Baculia. Et au sud-est, il y a aussi un autre projet d'exploitation d'ilménite de terres rares de la société Rio Tinto. Il y a évidemment d'autres projets miniers, mais je n'ai fait ici que des plus grands d'entre eux à Madagascar. D'abord, j'aimerais parler des terres rares, parce que je vais beaucoup en parler. Les terres rares sont 17 métaux aux propriétés magnétiques et optiques exceptionnelles qui sont au centre de la transition énergétique, car elles sont indispensables à la fabrication des éoliennes, des panneaux solaires, des batteries ou encore des véhicules électriques, mais aussi de l'industrie de l'armement. Le premier projet dont j'aimerais vous parler concerne le projet d'exploitation de terres rares dans le nord du pays que nous avons vu tout à l'heure. Il porte sur un périmètre d'environ 300 km². Ce projet a changé de main à plusieurs reprises. Récemment, je ne vais pas raconter l'histoire, c'est assez long, mais récemment, il a été acquis par la société australienne Ariana Resources avec la société anglaise Citrus Resources. Bien que la technologie envisagée par cette société, qui s'appelle la lixiviation en tas, soit décrite par la société comme une opération à faible impact, ce processus est largement connu pour être extrêmement dommageable pour l'environnement. D'ailleurs, cette méthodologie a été interdite en Chine depuis l'année 2011 à cause justement de ses impacts catastrophiques sur l'écologie et sur la santé humaine. Il faut aussi savoir que la péninsule d'Ambassador, où ce projet va avoir lieu, abrite les premières forêts de la région du Nord et une zone côtière particulièrement riche en biodiversité. Au moins 8 espèces de lémuriens vivent sur la péninsule, dont 6 sont endémiques au nord-ouest de Madagascar. Et dans cette zone aussi, 80% des plantes sont endémiques à Madagascar et 8% n'existent que sur la presqu'île. Et donc, depuis l'année 2015, les communautés affectées s'opposent à ce projet d'exploitation de terres rares, car il va porter atteinte à d'innombrables droits humains, notamment leurs droits fonciers et leurs moyens de subsistance. La plupart d'entre ces communautés vivent principalement de la pêche et de l'agriculture, en particulier des cultures d'exportation à haute valeur ajoutée, telles que la vanille, le cacao, le café, qui seraient détruites par ce projet minier. Et sans suivre les procédures légales en matière de consultation publique et encore moins de recueil de leur consentement, ce projet a été imposé à ces communautés à titre de projet de développement, alors qu'il est évident qu'elles n'en ont aucunement besoin. Elles vivent très confortablement de leurs activités actuelles. Les promoteurs de ce projet ne cessent de vanter ses retombées économiques dans la création d'emplois. Il est important de souligner qu'il s'agit ici d'extraction. Aucune forme de transformation ne sera effectuée
Et donc, évidemment, le nombre d'emplois générés par ce projet va être tout aussi limité. Par ailleurs, les expériences avec les autres projets miniers dans le pays, comme le projet de Rio Tinto que j'ai mentionné auparavant, ou le projet d'Abadvi dans l'est du pays, ont démontré que malgré leurs promesses, ces projets miniers n'offrent que des emplois limités aux membres des communautés locales qui n'ont d'ailleurs pas les compétences nécessaires pour cela. La majorité des employés malgaches recrutés est issue d'autres régions, ce qui ne fait qu'exacerber davantage les tensions ethniques qui existent déjà. Et pour vous donner une idée des impacts de ce genre d'exploitation, j'aimerais vous présenter quelques chiffres. Pour obtenir les 10 000 tonnes de terres rares par an que la société compte extraire, il va falloir enlever à peu près 300 hectares de végétation et de terre végétale. Ça va générer à peu près 20 millions de tonnes de résidus, navrés pour le valérien, résidus déversés donc dans les vallées et les ruisseaux environnants, mais aussi 10 millions de tonnes d'eau usée hautement polluée. Et ça, c'est que pour les 10 000 tonnes par an. Maintenant, pour les 40 ans de vie minière, je ne sais même pas comment qualifier ça. Elle est directement à l'origine d'une mortalité importante des populations de poissons et de micro-crustacés, de perturbations de leur taux de croissance et de leur reproduction. Et étant auto-entretenue, la réaction peut perdurer des décennies, des siècles ou des millénaires. Les produits résultant de ce drainage minier acide peuvent ensuite migrer dans les environnements souterrains, ce qui entraîne une grave contamination par les terres rares, des sols, des eaux et des cultures. Le second projet concerne le projet Bastouliar dans le sud-ouest du pays. Ce projet minier, qui s'étend sur 470 km² environ, a rencontré également une opposition farouche de la part des communautés affectées. Depuis l'année 2014, d'où sa suspension en 2019, parce que ces communautés n'ont jamais cessé de manifester contre ce projet, se sont opposées à ce projet, ont organisé des marches et d'autres actions également. La différence avec le premier projet, c'est que initialement, ce projet-ci préconisait la production de sable minéraux lourds, l'ilménite, le rutile, le zircon, mais ayant été acquis en avril 2024 par la société Energy Fuels, qui est une société américano-canadienne spécialisée dans la production d'uranium et d'éléments de terre rares, il compte maintenant exploiter également la monazite pour en extraire des terres rares, donc en plus des sables minéraux lourds. Déjà depuis 2014, plusieurs études scientifiques ont démontré le danger de la radioactivité pour la population locale et l'environnement causé par l'exploitation de Bastouliar, indiquant que les niveaux d'émissions d'uranium et de thorium de ce projet sont très élevés avec des risques de cancer ou de pathologies congénitales pour les travailleurs et les communautés environnantes. Et donc maintenant, avec la monazite, la menace est encore plus élevée. La toxicité et la dangerosité du projet Bastouliar ont été confirmées par l'étude de préfaisabilité de l'exploitation de monazite, publiée par Blaze Resources même, qui opère ce projet en décembre 2023, et qui, comme tous les autres, ce projet va avoir énormément d'impact désastreux sur les communautés concernées, à part sur l'écologie évidemment. Il y aura des accaparements de terre, et donc, c'est-à-dire des expulsions forcées, et donc les pertes de leurs moyens de subsistance, sachant que les communautés de Tuléar sont en majorité composées d'agriculteurs, d'éleveurs et de pêcheurs. Outre les terres, les tombeaux vont aussi être déplacés, ce qui constitue un véritable sacrilège pour ces communautés. Et par ailleurs, comme vous pouvez le voir ici, une grande partie de la forêt du peuple autochtone Mikea
soit environ 450 hectares de forêt va être défriché, alors que ces forêts fournissent de la nourriture et des plantes médicinales à ces communautés et leur servent également de lieux culturels et culturels. En outre, d'après les informations qu'on a pu avoir, le projet Bastolia prévoit un besoin de 650 mètres cubes d'eau par heure pour filtrer les minerais qu'il va extraire, et ce, pendant une période de 33 ans, voire plus. Alors, imaginez un peu dans le sud de Madagascar, une région qui fait face à une quasi-sécheresse presque tout au long de l'année. Personnellement, moi, je ne vois pas comment cela peut se faire. Et engendre d'autres impacts au niveau social, comme l'éclatement de la cohésion sociale, les conflits ouverts entre les membres des communautés. C'est déjà ce qui se passe actuellement, même si le projet n'a même pas encore commencé. Les violences policières et les représailles à l'endroit de ceux qui s'opposent au projet, avec un déni total des libertés d'expression et de manifestation. Les arrestations arbitraires, un collègue a été arrêté au mois d'août d'ailleurs, à Tuléar. Et donc voilà, encore une fois, les promoteurs de ces projets ne cessent de vanter les retombées économiques, portant principalement toujours sur le nombre d'emplois qui vont être créés, et la construction de routes qui en réalité va spécifiquement être construite pour transporter les produits de la société. Et il continue à nier tous ces impacts que j'ai mentionnés auparavant, étant donné que jusqu'ici, nous avons réussi à stopper ces deux projets et qu'on ne voit pas encore ces impacts pour le moment. Et donc, on nous qualifie d'anti-développement, mais que ce sont des affirmations mensongères. Ce qui m'amène au troisième et dernier projet, le projet QMM de Rio Tinto dans le sud-est. Il s'agit d'un projet identique au projet Bastolia qui a commencé ses opérations en 2009 et qui concerne donc l'exploitation de l'ilménite et de la monazite pour extraire des terres rares. Depuis plusieurs années, les communautés de Tolania, Port-Dauphin, ont dénoncé le fait que l'eau était polluée et provoquait des maladies, que les cas de fausses couches avaient augmenté, que de plus en plus d'enfants naissaient avec des malformations. Toutes ces allégations ont été ignorées par les autorités étatiques et la société a évidemment nié toute implication dans tout cela. En 2022, après une série de cyclones et d'autres phénomènes météorologiques qui ont frappé la région, des poissons morts sont apparus flottant sur les plans d'eau proches de la mine, ce qui s'était déjà produit en 2018 d'ailleurs. Et comme vous pouvez le voir sur la photo, Rio Tinto QMM a toujours nié sa responsabilité sur ce sujet. Et en réponse, les autorités ont interdit la pêche à ces communautés de pêcheurs donc, ce qui a conduit à des protestations généralisées de la part de la population vivant autour de la mine. L'administration anglaise nommée ATUK a demandé à des experts d'effectuer des analyses et l'étude a révélé que l'uranium a des concentrations jusqu'à 50 fois supérieures aux recommandations de l'OMS pour la qualité de l'eau potable en termes de toxicité chimique, étaient détectables dans les échantillons provenant de toutes les stations de surveillance de l'eau des rivières de QMM. Bien entendu, QMM Rio Tinto a continué à nier et à contester ces résultats, et l'Office national de l'environnement a déclaré qu'il avait demandé plusieurs analyses d'experts dont les résultats n'indiquaient aucune contamination des eaux de surface ni des sites miniers. Mais heureusement, aujourd'hui, Rio Tinto doit faire face à une action en justice intentée devant un tribunal anglais par le cabinet d'avocats britannique Leydale au nom des personnes vivant dans des villages riverains de la mine de Port-Dauphin. Les villageois accusent Rio Tinto de contaminer les cours d'eau et les lacs qu'ils utilisent à des fins domestiques avec des niveaux élevés et nocifs d'uranium et de plomb. Tout ceci montre qu'il est extrêmement difficile de tenir ces sociétés responsables de leurs actions, surtout au niveau local, avec la complicité évidemment des autorités étatiques. Et pourtant, c'est exactement aussi ce qui va se passer avec le projet Bastolia si jamais
on l'autorise à reprendre ses activités, étant donné qu'ils vont faire exactement la même chose que Rio Tinto QMM. C'est des mécanismes de protection des droits humains au niveau local, ils sont pour beaucoup, la corruption aussi. Comme on le constate ici, heureusement qu'il y a d'autres alternatives au niveau des pays d'origine de ces sociétés, sauf peut-être pour les États-Unis où il n'y a aucune réglementation qui permet de réclamer la redevabilité des sociétés américaines. Et donc, comme vous avez pu le constater, toutes ces sociétés ne font que de l'extraction ici à Madagascar. Les minerais sont envoyés ailleurs pour être transformés, ce qui caractérise aussi les projets extractivistes, ne laissant à nos pays que les coûts sociaux et environnementaux de tels projets. Autre chose que je voulais aussi souligner, c'est que Madagascar fait partie des pays les plus fortement affectés par le changement climatique, alors qu'il y a très peu contribué. Nous subissons chaque année des événements terribles, les cyclones, les sécheresses, les inondations, etc. Mais avec la situation critique de la crise climatique mondiale actuelle, les grands pays industrialisés, principalement ceux qui étaient à l'origine de cette, j'appelle ça crise climatique, c'est plus changement climatique, veulent maintenant aller vers la transition énergétique. Les États-Unis prévoient d'atteindre 100% de véhicules, de voitures électriques d'ici 2030. Et pour cela, il faut des minerais critiques comme des terres rares. Et rien que dans l'Union européenne, la demande de terres rares utilisées notamment dans la fabrication d'éoliennes, de panneaux solaires, etc., devrait être multipliée par 5 d'ici 2030, selon l'Agence internationale de l'énergie. Mais ce qu'il faut savoir ici, c'est que ces terres rares, on les appelle ainsi, on ne les appelle pas ainsi parce qu'ils sont rares, on les appelle ainsi parce qu'ils sont difficiles à extraire et à séparer, mais aussi parce que leur exploitation génère des impacts écologiques et sanitaires désastreux, comme nous avons pu le voir, comme on a vu en Mongolie, en Chine et même aux États-Unis. Et que beaucoup de ces pays ne veulent plus les extraire chez eux, justement à cause de ces dégâts. Mais donc, il faut des zones de sacrifice, principalement en Afrique et les autres pays du Sud. Et donc, non seulement on subit les impacts de la crise climatique à laquelle on n'a pratiquement pas contribué, mais en plus, il faut aussi qu'on paye, qu'on soit sacrifié pour que ces pays puissent aller, eux, vers la transition énergétique. C'est tout simplement inconcevable. C'est pour cela qu'on demande une authentique justice climatique parce qu'on parle depuis des années, on mène des négociations au niveau international, on adopte des solutions, mais à côté, on continue à perpétuer les injustices tout en clamant que c'est une opportunité pour les pays du Sud. Cette transition telle qu'elle est conçue aujourd'hui, on la paye de notre vie. Pour terminer brièvement, en distinction face à tout cela, le CRADOI a mené et continue de mener plusieurs campagnes dans le mouvement pour la justice climatique et les droits humains, incluant le droit de dire non, naturellement parce qu'il est évident que les autorités étatiques sont complices de ce qui se passe, occultant complètement le droit fondamental de consentement. Nous menons aussi des campagnes pour la souveraineté alimentaire et la souveraineté foncière communautaire. Tout cela étant lié à la première campagne et converge vers la lutte contre l'extractivisme. Tout ça se traduit sous plusieurs formes. En bas à gauche, vous voyez certaines actions qu'on a menées. On a conclu des alliances stratégiques avec des artistes, avec l'organisation des scouts, pour les campagnes de sensibilisation, de mobilisation, de plaidoyer. On organise des flash mobs ponctuels dans des lieux stratégiques. On organise des festivals en guise de mobilisation, mais aussi en guise de contre-COP, des conférences débats ou d'autres forats publics. Je vais peut-être m'arrêter là pour le moment. Je pourrai continuer lors des échanges. Merci beaucoup pour votre attention.
Merci beaucoup, Vola, parce que ton témoignage, votre témoignage, vraiment est très complet et montre que tous les problèmes sont liés et que le mal développement, c'est la faute, grande partie, de nos sociétés, nos entreprises, nos multinationales. Donc la responsabilité des entreprises et finalement de l'Occident, du système économique dans lequel on vit et qui vous impacte directement là-bas, eh bien, c'est notre responsabilité. On voit bien là, dans le témoignage de Vola, que les entreprises et l'État, et les États, enfin, l'État malgache est également mis en cause, puisqu'il est complice, entre guillemets, en tout cas c'est lui qui décide. Il faut savoir quand même que ce sont les États qui gardent la souveraineté sur les terres. Et l'État, surtout dans les pays dits en voie de développement, on sait bien qu'ils sont corrompus, achetés, et que les entreprises, les multinationales, font la loi ou se débrouillent pour ramasser la mise. Voilà. La notion de consentement, le droit de dire non. Ce droit, ça s'appelle le consentement libre, préalable et éclairé. C'est reconnu en droit international, notamment dans la Déclaration sur les droits des peuples autochtones. C'est reconnu dans le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, il date de 1966. Comme la majorité du droit international, ça vaut aussi pour les conventions de l'Organisation internationale du travail, c'est pas contraignant. Voilà. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de possibilité véritable de recours en cas de non-application des conventions et des normes. Il y a une campagne sur ce droit de dire non. Je pense que c'est vraiment un élément fondamental, cette lutte pour le droit de dire non. Et est-ce qu'à Madagascar, vous arrivez à avoir disons, des soutiens de la part de certains mouvements politiques, ou comment vous agissez? Est-ce que la société civile dans l'ensemble se manifeste? Oui, on a mis en place un réseau d'organisations de la société civile qui travaillent sur les droits économiques, sociaux et culturels, et on les a amenés à travailler avec nous pour cette campagne, dans le cadre de cette campagne pour le droit de dire non. Ça passe par des mobilisations, des plaidoyers, etc., mais aussi dans la participation, contribution, dans l'élaboration des lois même. On essaie de faire entrer le principe de consentement dans les lois nationales, mais aussi de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et ça devrait être applicable à Madagascar. Malheureusement, les politiciens ne veulent rien entendre. Et donc, c'est un combat de longue haleine qu'on mène depuis des années, mais on continue encore jusqu'à maintenant. On a contribué à la révision du code minier. On a essayé de faire intégrer ce principe dans cette loi. On n'a pas réussi. Maintenant, on travaille aussi sur la révision de ce qu'on appelle le décret de mise en compatibilité des investissements et de l'environnement. Là, il y a une petite chance qu'on puisse intégrer le principe de consentement, donc on va voir. Et en fait, ce qui m'intéressait là, c'est de savoir sur, par exemple, le nouveau projet dans le Nord, est-ce que vous arrivez à collaborer ou à au moins pouvoir discuter avec la direction générale des mines, ou pas du tout, ils ne veulent pas du tout entendre ce que vous avez à dire? J'étais même allée devant les parlementaires pour plaider cette cause. On a rencontré le ministre des Mines, on a rencontré des tas de monde, mais après, il faut aussi savoir qu'il y a un grand enjeu financier derrière, et donc voilà. Pour le moment, la seule raison pour laquelle on a réussi à faire stopper les raisons pour lesquelles on a réussi à faire stopper ce projet, c'est à cause de la mobilisation des communautés, mais aussi on a travaillé avec une organisation qui s'appelle IDI, International Development Institute, qui fait une sorte de cartographie des partenaires financiers de ce genre de projet. Et donc, une fois qu'on a eu ces informations, on a écrit à ces investisseurs pour voilà les impacts de ce projet si jamais il commence. Et donc, il s'agit là aussi de la sécurisation de leurs investissements, parce que les communautés ne vont jamais accepter ces projets.
On a aussi écrit, par exemple, parce que c'était un projet australien auparavant, donc on a écrit à la bourse australienne pour dénoncer ses impacts et le fait qu'il n'y a pas eu de contact entre les promoteurs du projet et les communautés, alors qu'eux, ils prétendent le contraire. Et donc voilà, on essaye d'autres approches, mais vraiment, même le président de la République, il y a 3 jours, il a dit que le secteur minier, c'est le fer de lance de l'économie malgache, et donc d'ici 2025, il va y avoir deux grands projets miniers qui vont ouvrir, et donc nous, on redoute que ce soit le projet Basulia et le projet du Nord, mais on continue quand même à appuyer la résistance des communautés. Le côté santé, moi, m'inquiète beaucoup. Est-ce qu'au niveau des professionnels, des grands professeurs des universités, des hôpitaux, est-ce qu'ils n'auraient pas quand même matière à s'agacer un peu et énerver un peu le gouvernement par rapport aux conséquences dramatiques que vont subir et que subissent déjà les mamans, les futurs enfants? En 2019, j'ai effectué une enquête avec la Commission nationale indépendante des droits de l'homme à Port-Dauphin sur les impacts de ce projet minier. On a rencontré des personnels de santé qui nous disaient qu'effectivement, ils suspectaient que ce n'était pas soit dû à ce projet minier, mais ils n'avaient pas de preuves et ils n'osaient pas dénoncer publiquement ce qui se passe. Et donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, même l'Office national de l'environnement a prétendu avoir une contre-expertise qu'a fait l'organisation londonienne et ont décrété qu'il n'y avait pas de pollution. Donc, eux, ils ne veulent rien savoir. Maintenant, on travaille aussi, il y a certains scientifiques malgaches. D'ailleurs, il y en a un qui est basé à Montpellier, qui travaille avec nous et qui n'a jamais cessé de dénoncer, d'alerter sur les dangers de ces projets miniers. Malheureusement, ceux qui sont basés à Madagascar n'osent pas vraiment le faire parce que, apparemment, on les menace et tout. Mais c'est déjà une bonne chose. On essaie de rassembler ces scientifiques qui semblent être disposés à travailler avec nous. Qui ont déjà sorti des déclarations et qui vont étoffer nos plaidoyers auprès des autorités, mais aussi auprès des instances internationales. Aussi, soit c'est des dossiers classés, on a essayé à plusieurs reprises, hein, ça n'a pas marché. Ce qu'on a fait la dernière fois, c'est qu'on a attaqué, faute de mieux, on a attaqué la décision de l'État auprès du Conseil d'État. Juste pour pouvoir porter l'affaire auprès des instances internationales, parce qu'après le Conseil d'État, on peut le faire. Si c'est les tribunaux ordinaires, il va falloir attendre des années pour pouvoir le faire. Devant les tribunaux ordinaires, ça n'a pas marché. Les dossiers ont disparu, on a été déboutés, voilà. Le seul qui a abouti jusqu'à maintenant, c'est ce dossier auprès du tribunal londonien. Donc, au niveau local, ça ne passe pas. Pour le moment, on n'a que des Australiens et des Américains à Madagascar, donc on participe activement au processus d'adoption du traité international sur les droits humains et les multinationales. Effectivement, ça prend du temps. Je pense que c'est la 10e année cette année. On est même en train déjà maintenant de parler d'un traité régional au niveau Afrique qui pourrait passer plus vite que celui-là. On va voir. André Charrier, qui est un géologue, qui a d'ailleurs contribué à un numéro remarquable de la revue COS et Cévennes du Club Cévenol sur cette question de la pollution de cette mine. André, tu as la parole. Après ce témoignage où je trouve qu'on a eu une vision indirecte de la lourdeur des problèmes miniers à Madagascar, nos problèmes dans les Cévennes sont relativement à une autre échelle. Ce sont surtout des problèmes évidemment, post-exploitation. Les dernières exploitations ont été fermées en 1971. Depuis une dizaine d'années, on a découvert qu'il y avait
des résidus miniers masqués, bon, discrètement, qui n'avaient jamais été signalés. Et donc, je voulais vous montrer quelques images déjà de ces résidus, parce que c'est quand même important de savoir ce que c'est. Sur cette première carte, donc qui est générale du sud de la France, on a une série de satellites sur le bord sud du Moyen Atlas. Ça démarre à Salsigne au sud-ouest et ça se termine quasiment à Valence sur la carte. C'est toute la bordure sud-sévenole, donc qui est une riche province métallifère. Ça va de la houille alors aux minerais métalliques dont il va être question ici. Donc ici, on va traiter spécifiquement de cette pollution métallique qu'on rencontre au sud-est d'Alès, à l'est d'Anduze. Les mines en question, c'était des mines de plomb et de zinc qui ont enrichi la France à partir de Napoléon III en particulier, où le zinc, la métallurgie du zinc s'est développée et a permis la construction des grands immeubles parisiens, des travaux de Haussmann. Bon, et puis les dernières exploitations sont terminées en 71. Bon, et puis, et bien, selon les endroits, il s'est passé des choses ou rien du tout. Premier exemple, une mine à ciel ouvert quasiment, qui existe sur des papiers de 1760, mais qui a disparu complètement des radars. Pour vous montrer à quoi consistent ces minéralisations, ce sont surtout des sulfures, alors de fer, de zinc, de plomb, bien sûr, alors qu'on trouve en amas. Vous voyez que ces amas, ils sont concentrés sur quelques mètres et on les trouve dans des fissures. Et les hommes sont rentrés dans ces fissures, ont sorti les matériaux, les ont tout simplement rejetés en surface. Ça ressemble, ce site à un champ de bataille, il y a des trous, il y a des plaquages en surface, et puis il y a ces rejets. Alors les rejets de charbon, ça s'appelle des terrils, les rejets métalliques, ça s'appelle des haldes. Donc voilà un aspect d'une halde de cette mine-là. Ces haldes sont sur un versant, elles sont ici en bas à droite au premier plan. Sur l'autre versant, le paysage paraît bien sympathique, comme ça, mais en fait c'est une exploitation industrielle minière qui s'appelle la mine Joseph. Les galeries étaient situées à l'horizontale dans les terrains en face, mais ces galeries débouchaient sur le versant du ruisseau, et ce qui fait que tous les produits qui n'ont pas été traités ont été rejetés en contrebas du ruisseau, de façon symétrique à cette première mine. Alors on va regarder ces haldes de plus près. Comment ça se présente? Un tas d'éboulis qui a l'air d'être ordinaire. Mais on voit que c'est des boulis actifs parce que les gros cailloux sont en bas, les petits en haut. Elles sont ici en haut de la photo. Voilà, c'est pointé ici. Et elles tombent directement dans le ruisseau. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est plus subtile, c'est ce qu'a évoqué la personne précédente. Elle a parlé de lixiviation. La lixiviation, c'est tout simplement la percolation d'eau à travers des résidus miniers. Alors cette lixiviation, on peut l'utiliser pour de nouvelles exploitations, pour aller chercher des métaux rares. On injecte de l'eau à forte dose, on fait un lavage et on récupère l'eau de l'autre côté. Et puis il y a des lixiviations naturelles. Au bas de la mine, on a eu des phénomènes de lixiviation, dont d'écoulement de l'eau. Et cette eau, elle arrive dans le point bas.
c'est une source d'une rivière dont vous voyez l'aspect. Rivière, l'association avait lancé un financement participatif pour faire réaliser des études hydrogéologiques à Montpellier. Bon, et pendant 2 ans, donc, il y a eu plusieurs masters et on a des chiffrages il y a eu une 60aine de points d'eau, des puits, des sources qui ont été analysés. Et ici, on a le record de tous les 62 prélèvements qui ont été faits, avec des taux phénoménaux dans l'eau, de plomb, de zinc, de nickel, de cadmium, d'arsenic, d'aluminium, etc. Un terme qui a été employé par notre collègue malgache tout à l'heure, le drainage minier acide, c'est la maladie de tous les résidus métalliques. Alors, le drainage minier acide, pour faire simple, dans ces cas-là, on part de sulfure. Donc, à gauche, bon, il y a une formule chimique, sulfure de fer, mais c'est les mêmes problèmes pour les sulfures de plomb, les sulfures de zinc, etc. À partir du moment où ces sulfures sont en contact avec l'oxygène et où vous avez une lixiviation de l'eau de surface ou de l'eau souterraine qui circule, eh bien vous allez avoir des libérations des métaux, vous allez avoir des ions acides qui vont être libérés dans le milieu, et vous allez avoir des eaux avec une acidité de l'ordre de 2. Les seuls êtres vivants qu'on trouve, ce sont ces voiles bactériennes en surface, qui donnent la couleur rougeâtre, elles arrivent à survivre. Exceptionnellement, il y a eu une mutation d'un unicellulaire qui est capable de vivre dans ce genre d'eau, mais c'est évidemment, bon, c'est de l'acide quasiment qui sort. Voilà donc la suite du ruisseau, quelques centaines de mètres en aval. Donc même chose, on a à la fois une désagrégation mécanique des dépôts qui tombent dans l'eau, et puis ces rivières orangées, dont je n'avais jamais vu l'équivalent dans ma vie de géologue en Afrique du Nord en particulier, et dans d'autres endroits de France. Mais c'est banal, en terrain minier, et c'est le marqueur. Rio Tinto, dont il est question, bon, est une multinationale célèbre pour ses pollutions à grande échelle sur des fleuves, etc. Alors, deuxième aspect, c'est que les minerais utiles, on a sélectionné. À l'époque, il y avait des petites mains pour sélectionner ce qui était utile. Ils ont été broyés à l'échelle inframillimétrique, puis traités en laverie. Alors, en laverie, à ces particules très fines, inframillimétriques, qui vont comprendre des minerais et des roches banales, on ajoute des composés chimiques. Alors ces composés chimiques, certains vont se fixer sur les minerais pour les faire flotter, d'autres composés chimiques, au contraire, vont alourdir les roches banales, et à la fin, on récupère en surface la partie riche en minerais. La partie qui se dépose, eh bien, elle reste. Et elle reste dans des bassins de décantation, et on obtient ce qu'on appelle des fines de laverie. Alors voilà, donc dans la commune à côté, il reste dans le fond un reste d'anciennes laveries. Au premier plan ici, le bassin de décantation. Bon, et puis qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on va les entasser. Et on va les entasser, si possible, près des ruisseaux, pour que les ruisseaux évacuent tout. Donc, eh bien, sont constituées des digues. Titre indicatif, on a par exemple 300 fois la teneur maximale de toxicité d'un sol, pour le plomb par exemple. Pour l'arsenic, on va trouver des valeurs de 100 fois, 200 fois, etc. Les valeurs de toxicité. Voilà cette digue à l'air libre, donc les chiens, les gens se promènent, on y fait du quad, des motos.
Bon, et puis là, vous voyez, il y a même un amphithéâtre, il y a des camions qui viennent se servir, et puis qui vont utiliser ce sable gratuit. Donc avec des taux de toxicité encore plus forts que les haldes classiques, et avec des produits chimiques résiduels en plus. Alors l'exploitation principale dans la région, c'était celle de la Croix de Palière. Alors là, c'est une exploitation profonde. Le minerai était à 250-300 mètres de profondeur, donc tout a été remonté par des puits. Bon, et puis traité en surface. Ce qui fait qu'autour des puits, eh bien, on retrouve les deux types de dépôts que j'ai décrits. À la fois des dépôts grossiers, résiduels, des haldes entreposées, des résidus plus ou moins grossiers. Et puis on retrouve en gris aussi ces fines de laverie, donc hyper toxiques. Donc à Saint-Félix de Palière, voilà, ces fines de laverie ont été stockées. Voilà comment la multinationale a quitté les lieux en laissant ces dépôts en surface. Ces dépôts ont continué à évoluer tout seuls. Grosso modo, il y a 3,5 hectares de dépôts, il y a 30 mètres d'épaisseur de particules fines de laverie. Et ensuite, eh bien, la multinationale s'est retirée, mais elle a été obligée de garder cette digue, c'est-à-dire cette zone de dépôt, donc d'un volume absolument phénoménal. Mais ce dépôt, dont l'exploitation s'est arrêtée en 1971, on a fait semblant, au départ on n'a pas mis de protection du tout, puis après on a fait semblant d'en mettre. Bref, ce n'est que très récemment qu'il y a eu une méthode de confinement sérieux, c'est-à-dire que l'ensemble a été recouvert d'une membrane absolument imperméable, dont l'eau ne pénètre plus, l'oxygène ne pénètre plus, et bon, le dépôt reste sous cloche. Alors, il peut toujours y avoir des eaux souterraines bon, qui interviennent et qui dispersent, mais en fait, c'est à l'état actuel, ce qu'on trouve de mieux à faire à l'état actuel des choses. Il est clôturé, donc il est surveillé pendant 3 ans, mais juste à côté, par exemple, vous voyez, il y a des voisins qui sont exactement sur les mêmes terrains, mais qui ne sont pas du tout un système confiné. Et bien continue à se produire le drainage minier acide, c'est-à-dire la percolation des eaux entraîne une concentration de tous les métaux toxiques en contrebas. Une partie sauvegardée, confinée depuis 2 ans, et une partie résiduelle juste à côté, avec des personnes notamment qui vivent bon, dans des cabanes ou dans des caravanes. Voilà. Donc je suis Hélène Le Gallic, ça fait un peu moins de 2 ans que je fais partie de l'association Adam VM. Donc je ne maîtrise pas encore tout à fait le sujet, mais je commence à appréhender l'ampleur du désastre et du travail qu'il y a à faire. Ce que vous a montré André sur la Croix de Palière, ça concerne plusieurs communes. Anduze est concernée, Saint-Félix de Palière, Thoiras, Tornac. Et il vous a montré aussi d'autres diapos sur un autre site minier qui est à quelques kilomètres, peut-être une dizaine de kilomètres au sud, qui s'appelle Durfort et Saint-Martin de Saussenac, qui a été exploité par la même entreprise minière, qui s'appelle aujourd'hui Umicore, multinationale belge. 2019, on sait qu'il y a 43 hectares de dépôts identifiés, toujours à l'air libre.
98, un seul site évoqué, la digue. Donc la digue, c'est la grande dune du Pilat, comme ils l'appelaient avant là-bas, puisqu'ils jouaient sur cette dune, les enfants allègrement se roulaient dans cette superbe dune. Et elle a été donc confinée par Umicore seulement en 2022. Et en 2024, je vais vous faire un petit historique, un déroulé. On a mis en parallèle en fait les actions citoyennes et ce qui s'est passé en face de la part des pouvoirs publics et d'Umicore. Donc les fermetures des mines, la dernière a fermé donc en 1971. En 1993, il y a eu une première réunion publique constatant la pollution avec les communes. L'État a laissé partir Umicore en laissant les choses dans l'état, il a donné quitus. Donc évidemment, vous connaissez tous les épisodes Sélénol. Donc là, on est en plein on a des conséquences importantes des épisodes Sélénol sur tous ces sites. Hein. Ça fait une vidange, comme disait tout à l'heure André. Hein. C'est assez pratique. Ça déverse des tonnes. Ça déverse petit à petit des tonnes. Donc tout à l'heure, on vous a dit que c'est le palérol, mais le palérol se jette dans le Gardon. Et ensuite, le Gardon dans le Rhône. Et voilà. Et suit son chemin. Donc 95 orage Sélénol, entraînant l'alerte des collectivités de l'Union minière. 98, il y a eu un rapport Bugeco. C'est la demande de cession de la mine, c'est la société minière qui demande l'abandon de la concession. Donc c'est déposé en 2018, mais c'est accordé en 2004. Et en tout et pour tout, l'exploitant, il a indiqué simplement la masse qui a été confinée, c'est-à-dire 3,5 hectares de ce qu'on appelle les fines de laverie. Mais tout le reste n'existait pas. Donc ensuite on a alors, le GFA de la Gravouillère. La Gravouillère, c'est ce que vous a montré André sur le diapo, en face de la digue. Il y a un site qui est habité. Hein, il y a des personnes qui sont plutôt en situation précaire. Il y a une association, un lieu d'accueil, ils habitent dans des caravanes, dans des roulottes, et ils ont obtenu ce terrain en 2000. Ils vivent une partie, je ne sais pas combien ils sont aujourd'hui, mais il y a toujours des gens qui vivent là, hein, sur ce sol-là qui est hyper tombé. L'Union minière, devient l'entreprise belge Umicore telle qu'on la connaît aujourd'hui, multinationale qui sévit partout dans le monde. Le premier lanceur d'alerte en 2001, c'est une dame de Tournac, je crois, qui s'est inquiétée de la couleur de l'eau qui coulait et qui arrivait dans son jardin au cours d'inondations. Et les réponses qu'elle a obtenues, ça a été qu'elle ne devait se faire aucun souci, tout était normal, tout était clair. Elle était juste un peu rouge de fer, certainement. Ensuite, on passe à 2004 sur la Croix de Palière, l'accord pour la cession de la concession. 2006, là on a une directive européenne qui se met en place et on a des gens qui se mettent en contact, des citoyens, des riverains qui se mettent en contact avec l'association de toxicologie chimie pour un peu, comme les pouvoirs publics ne répondent pas clairement, en fait les gens se sont rapprochés de scientifiques, de spécialistes sur le sujet. Enfin, Géodéris en 2008 fait un premier rapport sur les chiffres dont vous a parlé tout à l'heure André. En 2010, donc la rivière, le ruisseau Palérol est impacté. Il n'y a pas que lui, hein, de l'autre côté aussi, sur notre versant, il y a Aigues-Mortes qui descend lui aussi dans un autre gardon, parce qu'il y a plusieurs gardons, mais bon, on a touché de tous les côtés. Hein. Plusieurs habitations dans ce lieu, hein, des gens qui ont acheté des terrains dans les années 70 ou 80, sans savoir, qui ont construit, qui ont investi dans ces endroits-là et qui ont des maisons maintenant qui sont invendables, qui sont surtout impropres à la vie et qui ont des problèmes de santé. Donc c'est créé d'abord une association des riverains autour de cette mine et qui s'est vite transformée en la création de l'association telle qu'elle existe aujourd'hui, parce que ça dépassait, la problématique dépasse les riverains bien sûr. Il n'y a pas que des gens qui habitent tout proche des mines. 2013, il y a eu une interprétation d'état des milieux. La préfecture a commencé à s'en inquiéter
et a soumissionné des études où un bureau d'études s'est occupé à la fois de l'eau, des sols, des jardins, enfin un peu de tout. Disons, il y a eu des premiers chiffres réels qui sont sortis dans différents milieux, mais bon, ça a été sous-traité, ce qui fait que le sous-traitant en question, il n'a pas forcément identifié des dépôts miniers sur des mines. Bon, y compris une des photos que j'ai montrées, la mine Curnier, au départ, la première photo. Il a traversé allègrement tout ceci, en prenant des échantillons à droite, à gauche, mais à aucun moment ils n'ont écrit que c'était une mine, une ancienne mine, quoi. L'effondrement du puits numéro 1, la photo que vous avez vue ancienne, donc le puits s'est effondré, je crois qu'il y a 80 mètres de profondeur. Là, il y a eu embrouille où Umicore voulait remboucher et on n'en parle plus. Mais la mairie n'a pas voulu, elle voulait en profiter pour en fait faire des analyses de ce qu'il y avait dans ce puits. Elle s'est endettée énormément et elle est toujours aujourd'hui en attente elle est en justice, elle a attaqué Umicore en justice pour le remboursement de cette dépense, parce que Saint-Félix-de-Padière, c'est une commune de 215 habitants, donc autant vous dire que 260 000 €, c'est énorme. Alors il y a des initiatives personnelles et des initiatives qui sont soutenues par Adam VM, enfin menées par Adam VM. Il y a eu 3 plaintes déposées en 2014 au tribunal administratif de Nîmes. En 2015, donc, ça commence à bouger avec un sous-préfet, le sous-préfet du Vigan, avec une réunion publique qui a été catastrophique, parce que bon, c'est beaucoup d'émotions, tout ça, ça touche beaucoup notre affect, on ne peut pas s'empêcher d'être touché par l'injustice. Non seulement les gens sont soucieux de leur santé, mais ils sont soucieux aussi de la valeur du patrimoine et soucieux de ce petit paradis où ils pensaient vivre, finalement se révèle être pas si paradisiaque que ça. Et ce préfet-là s'est fait huer finalement pendant cette réunion, puisqu'il a insisté en disant que personne ne dépolluerait, alors que c'était la demande. Il y a eu à la suite de ça donc l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui a fait une grande campagne de dépistage sur 700 personnes donc basées sur le volontariat. Femmes, adultes et enfants ont été analysés, donc 23% impactés. Ce qui est assez étonnant, c'est que dans des foyers dans un même foyer, homme, femme, enfant, par exemple, l'homme et la femme n'avaient pas les mêmes taux de plomb avec des mêmes habitudes, par exemple. Alors en 2016, il y a beaucoup de choses, parce qu'il y a eu de la grosse médiatisation, grâce notamment au reportage diffusé sur Pièces à conviction. Et là, tout d'un coup, ça a mis beaucoup en lumière, en tout cas dans le grand public. Moi, pour ma part, j'habitais à Anduze depuis 2014. J'ai découvert, comme beaucoup de gens, je pense, l'importance de cette pollution par ce documentaire. Mise en place d'un CSI, c'est-à-dire que c'est un comité de suivi d'information qui a été mis en place grâce à un préfet qui avait pris le relais de celui qui avait asséné qu'on ne dépolluera pas, qui lui a pris les choses en main. Et comme les mairies en fait n'étaient pas réactives pour aller en justice, c'est le préfet qui a pris les choses en main. Il a donc créé ce CSI, qui est le comité donc, de suivi et d'information, permet de réunir autour d'une table tous les acteurs qui sont concernés par cette pollution, donc Umicore, les services de l'État, l'Adréal, la préfecture, Géodéris, qui est une entreprise qui fait les études, et les associations citoyennes comme la nôtre. Donc il y a eu, Adam VM a soutenu une plainte avec 45 personnes qui sont allées au pénal à Marseille. Tout à l'heure, André vous a parlé des études qui ont eu lieu là, sur le Palais-Royal. Donc ça a été grâce à un financement participatif initié par Adam VM. Avancé, il y a donc eu, grâce au préfet, l'arrêté préfectoral qui a mis en demeure Umicore.
Et face à ça, il y a eu des actions, parce que tout ce que vous avez vu, là, cette dune où les enfants allaient jouer, les lieux où on allait chasser, où on allait faire du quad, etc., il n'y avait aucune prévention. Donc là, il y a eu une mise en place de panneaux de signalisation pour indiquer le danger, que c'était déconseillé de venir pique-niquer, de laisser les enfants jouer dans l'eau. Sachez que certains panneaux ont été arrachés, parce que c'est des drames, et certaines personnes ne peuvent pas accepter qu'elles vivent dans un milieu pollué. Tout simplement, c'est inimaginable dans le déni, mais c'est un déni presque pour une sauvegarde de soi-même. En 2019, un rapport géodérique sur les sites de Saint-Félix. Tout ça, c'est important parce que ça nous permet de nous appuyer sur des chiffres pour demander justice. On a participé à une enquête sénatoriale, donc tous les ans, le CSI a lieu tous les ans, on y va donc une fois par an. On fait un maximum pour intervenir auprès des médias, pour alerter les médias, parce que ça passe par là aussi, de faire bouger et l'entreprise qui tient à son image de développement durable et d'usine verte. Si vous allez sur son site, vous allez voir, les corps, ils sont super propres. On les médiatise, pour eux, ça devient compliqué. Parce qu'en fait, le côté justice, il y a eu des échecs, ça a été un échec, ça a été la plainte au pénal, on n'a pas obtenu gain de cause. Les plaintes individuelles, pareil, les gens étaient dégoûtés. Donc il y a eu les plaintes individuelles, notamment c'était des personnes qui veulent faire reconnaître que leur patrimoine ne vaut plus rien et veulent être indemnisées. Donc voilà, ils n'ont pas obtenu gain de cause. Il y a des personnes qui ont des cancers. Donc là, évidemment, vous imaginez, on leur dit il est impossible de prouver la cause, la cause de votre maladie. Personne ne peut prouver ça, même si l'arsenic provoque des cancers de la peau. Il s'agit par exemple de plusieurs personnes qui ont des cancers de la peau. Il y a une personne qui a réussi à se faire exproprier parce qu'elle vivait vraiment sur comme d'autres, sur un site avec une terre très très chargée. Mais, alors, tenez-vous bien, elle a été expropriée non pas à cause de la pollution, mais le fait que ce soit un terrain inondable. Quand on passe devant ce site, anciennement chez lui, tout est abattu, il y a des grands panneaux pour interdire de venir, attention, danger, plomb. Voilà, pas risque d'inondation, mais risque de pollution. Des phrases que j'ai retenues de cette décision de justice, c'était qu'il n'y avait rien qui n'a avéré que la pollution était d'origine anthropique. Elle était naturelle. Voilà. Donc, il y a eu donc le confinement de la digue du Micor, la grande digue que vous a montré André tout à l'heure. Ensuite, pour côté État, donc les démarches de l'État, la préfecture, cette démarche en justice, elle a abouti cette année, en 2024. Évidemment, Umicore a fait appel de décision de justice plusieurs fois, donc c'était d'abord à Nîmes, ensuite à Nîmes ensuite ça a été à Toulouse, et finalement Toulouse a validé les arrêtés préfectoraux. Umicore est allé jusqu'au Conseil d'État, et le Conseil d'État a validé en fait la décision du tribunal de Toulouse. Donc la conclusion, c'est que Umicore, ancien exploitant qui n'est plus propriétaire des terres, reste cependant responsable du traitement des déchets miniers. Donc ils sont condamnés à traiter sur 4 points. Donc il y a eu la digue du Micor qui a été faite. Il y a en même temps il y a eu beaucoup d'actions faites sur la croix de Palière, et à Durfort, c'est une situation, personne n'a voulu bouger, aucun habitant, il ne s'est rien passé. Après, je pense que l'association ne pouvait pas mener de front 2 endroits, ça demande beaucoup d'énergie. Et on a commencé là, suite à la décision du Conseil d'État qui fait jurisprudence, c'est la première fois en France qu'il y a une décision de justice qui condamne un ancien exploitant minier à traiter ses déchets. Donc ça fait jurisprudence pour tous les anciens sites miniers en France. Et on en a profité pour alerter à Durfort, cette mine où il y a un tout petit panneau perdu dans un coin pour dire attention, pollution aux métaux.
Mais moi, par exemple, pour donner un exemple, j'habite à 800 mètres de ce site, je fais mon footing depuis des années dessus sans savoir que voilà, je fais mes petits pas où je soulève la poussière sur du plomb et de l'arsenic. Ça commence à bouger à Durfort, mais ça a été long. Il y a eu un rapport Géodéris qui a été fait, je crois, en 2000, enfin les premiers relevés, les premières analyses étaient de 2016. Le rapport est daté de 2022 et on a eu la présentation du rapport en 2024. Donc on se demande pourquoi c'est si lent. Le directeur de l'Adréal, pendant un comité de suivi cette année, à la préfecture, nous a dit « c'est parce que vous avez fait tellement de bruit à Saint-Félix-de-Palière, il y a eu tellement de médiatisation, on a été obligé de mettre tous nos moyens là-bas et on a laissé tomber Durfort. » Mais texto, hein. Pour nous dire aussi qu'en fait, ils n'ont pas les moyens, pas non plus leur jeter la pierre, mais il n'y a pas les moyens humains et financiers pour gérer tout ça. Ils ont laissé tomber Durfort. Et là, ça y est, ils sont en train de s'intéresser à Durfort. Depuis l'échec en justice, les gens qui sont là depuis 12 ans maintenant sont fatigués, écœurés, et puis vieillissent aussi. Et donc, on essaie d'avoir une relève. Donc, moi, ça fait pas très longtemps que je suis là. Et on a fait faire une analyse par une avocate l'année dernière. Il nous faudrait 10 000 € et il nous faudrait surtout des plaignants. Mais quand on est allé voir les gens qui sont concernés, ils en ont ras-le-bol, ils se sont battus pendant quelques années, maintenant ils sont écœurés. Et en fait, je pense aussi que la multinationale, elle compte sur l'épuisement aussi des citoyens. Donc on médiatise beaucoup, on est beaucoup en lien avec les médias et on est beaucoup en lien donc, avec une association qui est très importante en France, qui est issue de Ingénieurs sans frontières, qui s'appelle Systext. Si vous voulez aller voir leur site web. Ce sont des ingénieurs miniers géologues. Ils ont récemment fait un travail là, sur plusieurs années sur, je crois, une quarantaine de sites miniers en France. Ils vont bientôt présenter leur travail, notamment à Anduze. On va les accueillir le 17 mai. Ils n'agissent pas qu'en France, hein, dans le monde entier. Donc ils dénoncent en fait cette volonté qu'il y a, l'extractivisme et les conséquences, les catastrophes à suivre, comme à Madagascar, cela s'annonce. S'il y a des gens qui sont hyper motivés, il y a du boulot d'association. L'action en justice quand même par rapport à Madagascar, elle est possible en France. Elle a fini par aboutir, même si c'est un combat très long et difficile. Puis l'important, et vous l'avez dit Hélène, c'est l'appui, enfin ou en tout cas l'expertise dont vous avez pu bénéficier, et André en fait partie, puisque c'est un expert géologue. Donc ça c'est important que la mobilisation citoyenne, qui est quand même au départ de l'affaire, les gens se sont mobilisés, ait pu s'appuyer sur des rapports, une expertise, et là c'est quand même important dans le combat citoyen. J'ai trouvé ce cas vraiment effarant. Je ne pensais pas que ça pouvait arriver en France. Et je tenais à féliciter nos amis ici pour leur travail. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'ils ont pensé à la relève, parce qu'effectivement, c'est une lutte de longue haleine, et donc il faut penser à ça. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de similitudes. En fait, j'ai retrouvé même des termes techniques que j'ai mis du temps à apprendre moi-même, mais par la force des choses, on devait s'impliquer dedans, drainage, etc. Et vous voyez, la manière de faire de ces multinationales, on nie toujours tout en bloc, et puis on travaille sur le temps, on épuise les communautés, les personnes qui sont concernées, en matière de temps, d'énergie, aussi d'argent, hein, parce que si on veut s'attaquer à eux, ça veut dire qu'il faut avoir quelqu'un qui nous appuie financièrement quelque part. Par rapport aux réactions de l'État, j'ai trouvé que chez vous c'est mieux, mais c'est pas ça non plus. Donc on arrive à trouver un moyen pour tenir ces gens redevables, responsables de ce qu'ils font. Et nous on continue à lutter parce qu'on sait pertinemment que ce genre de choses peut arriver, et une fois qu'ils sont là, c'est difficile de les arrêter. Je vois cette demande donc, concernant les changements de téléphone pour certains donc, régulièrement, de smartphones par exemple. Peut-être aussi les panneaux photovoltaïques, bon, qui peut être aussi une bonne source d'énergie que l'on va capter, donc celle du soleil, mais bon voilà, si effectivement on a besoin de terres rares.
Et alors, ne parlons pas des voitures électriques. La transition énergétique, c'est une question très difficile parce qu'elle va consommer beaucoup de métaux et entraîner beaucoup d'extractivisme. Un des mots de la conclusion, la décroissance, parce que effectivement, tant que nous serons en régime de besoins croissants pour notre vie quotidienne, avec tous les gadgets et tous les éléments positifs aussi, qui nécessitent beaucoup de minerais, eh bien, on va continuer à extraire. Et comme ça n'a pas été dit, mais enfin on le voit, c'est bien évident, il n'y a pas de mine durable. La mine durable n'existe pas. Hein. Donc, c'est-à-dire que c'est de toute façon quelque chose qui produit des effets extrêmement négatifs. Une des solutions, ou en tout cas des moyens d'atténuer l'extractivisme, c'est tout simplement la décroissance, et décroître au niveau de nos consommations et de nos besoins. Voilà. Et ça, c'est un gros débat. C'est pas facile de décroître, hein, la décroissance. Pour chacun d'entre nous, on fait des petits efforts, mais est-ce que nous décroissons beaucoup? C'est un gros débat pour les jours et les années qui viennent, et les générations futures. Merci à tous. Mikasaka fanosona anaty fahaverezan-kolontsaina, masina aminy ny tany, mody ankatoavy ny teny, ambava fotsiny hoe masina ny tanindrazana fahatambazany vazaha dia veritsika alakalana reny na ny zanaka. Taranaka, malagasy mahantra mipetraka ambony areny, manam-pahefana sy mpitondra manondrana volamena, tsy mahalala melatra, kopatanana dia mahasoava ary mpampiarina tsy mety reraka. Misy krizy mamono mamotika vahoaka, ny vokatra tsy misy. Ny vahiny tsy mitsahatra mandava ka mitrandraka mandroaka. Ny mpiray tsy kombakomba etsy an-daniny sy anaiky, mitango volona mikatsaka reny, ny an'ny vatany mahamaika. Gasikely verievitra miaina anaty fahantrana, mijaly, verisotro, veratra amin'ny fanantenana. Misy vahoaka matinoana dia misy tondra mamoky langa, misy fanjakana mojamba, tsy hoe akory tsy mahita fa varinina mampitehaka mampanantena paradisa. Ny ambaindainy, tsy maheno akory ny kikany any an-tsimo. Itsio, fa ny ahitany any tsy angano, ny vokatra tsy miakatra, sasatra ny rano. Vehivavy ny amarefo, tsy afaka hitsinjo ny taranaka, sanatria fa nahininina fa vokatra ny tsy fanjariana. Tsy fanjariana raha toetrandro. Ianareo firenena zoky manatra tena famandroso. Aoka zay, fa faontrosan'ny Madagasikara, ny krizy ara toetrandro tsy nandraisanay anjara. Taterao ny fifanekena natao, ireo fifanarahana rehetra ajao. Mangetaeta fitovine, miandrandra fanovana, vahaolana tena izy manotombotsoa iombonana fa tsy ho an'izay manana senza hipetrahana ihany. Mangataka ny rariny mba hampiarana lalàna, fanapa-kevitra no ilaina, fa tsy tombotsoan'ny olombitsy, tsy miaina akory ny krizy. Mbola tsy tara fotoana izao, ataovy ny agidy, raisy ny andraikitrao.